Accuracy, authenticité, excellence, transmission. Mettons plus de vie dans nos vies. Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette saison 2, en compagnie aujourd'hui d'Alban Auger. On va parler des abeilles, du miel et du métier d'apiculteur. Bonjour Alban. Bonjour. Et bienvenue dans Connecté Nature. Alban, tu es donc apiculteur à Versailles, 50 ans en Yvelines et en Vallée de Chevreuse, et tu as fondé ta société Ma Ruche à la Maison en 2011. Passionné et inspiré, la réputation de ton caramiel à la crème et au beurre bio, ou encore de ton nougat ne sont plus à faire. Alors ma première question est rituelle, et c'est la même pour chacun et chacune de mes invités. Raconte-moi Alban, quel est ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal ? Ma première émotion liée au végétal, ce serait là tout de suite, je me rappelle en Normandie, dans la maison familiale, courir dans les herbes hautes pour attraper des sauterelles. Ah oui, d'accord. Ok. Donc le végétal était presque un obstacle pour toi. Bah oui. Voilà, il fallait Enfin, attraper les sauterelles. J'étais quoi. pas bien grand, mais bon, ça restait des hautes herbes. Hein, Mm. donc, puis bon, l'excitation d'attraper les sauterelles pour les mettre dans des boîtes d'allumettes, c'était pas tant un obstacle que ça. Mais... Ouais, d'accord. Donc à l'époque, tu attrapais entre guillemets déjà les insectes, puisqu'aujourd'hui, bon, ce sont les abeilles qui viennent dans tes ruches, mais le principe est à peu près le même. D'ailleurs, dis-moi, de quand date cette passion pour ces apidés ? Qu'est-ce qui a été déclencheur de ton intérêt pour elles ? Depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'ai été passionné. Enfin, j'adorais la nature et notamment les animaux. Les insectes en faisaient partie aussi. Et en fait, c'est arrivé assez tard, cette passion. Le déclic, ça a été quand j'ai goûté un miel de châtaignier d'Ardèche, le miel de Tonton Ours, comme on l'appelle. Tonton Ours ? Oui, c'est l'oncle d'un ami. D'accord, donc on quelqu'un appelle. que tu connaissais, en fait. Voilà. D'accord. Moi, j'ai trouvé ce miel incroyable. De là, j'ai fait des recherches sur le miel. Donc, j'étais déjà en licence de biologie, donc c'était quand même tard, ouais. Mais du coup, j'ai creusé sur le miel et forcément sur les abeilles. Et pour arriver à creuser fort sur les abeilles et à trouver ce monde fascinant, incroyable et à vouloir aller plus loin. D'accord. Et alors, devenir apiculteur, ça s'est imposé très vite pour toi ou c'est devenu d'abord juste une passion de s'intéresser aux apiculteurs eux-mêmes, comme ça, extérieurement ? Eh devenir apiculteur moi-même, c'est arrivé assez vite. Ce qui est arrivé moins vite, c'est devenir apiculteur professionnel, en fait, donc d'en vivre. Mais oui, dès mes premières visites dans les ruches, j'ai dit, ouais, j'en aurai, quoi, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et puis, oui, j'ai fait, je parlais de ma licence de bio, j'ai fait un master de biologie ensuite, et à la fin du master de biologie, effectivement, j'ai décidé de monter ma boîte et de continuer D'accord. dans les abeilles que j'explorais depuis près de 5 ans, ouais. Donc d'abord, tu as été apiculteur, on va dire, passionné amateur, Ouais. et maintenant tu gagnes ta vie avec ça. C'est ton activité principale. Il existe combien d'espèces d'abeilles ? Et d'ailleurs, quelle est la santé des abeilles ? Elles sont en quel état de santé en France ? Alors, la première question plus facile, on a en Europe, alors après c'est des chiffres moyens, et près de 1000 espèces d'abeilles en France, en Europe, et près de 20 000 espèces dans le monde entier. Ah oui. Et oui, on a une seule espèce dans les ruches, en fait, que l'humain exploite pour faire du miel notamment, et tous les autres produits de la ruche. Et après... Elle s'appelle comment, cette abeille ? Alors, c'est Apis mellifera. Et après, il y a plein de sous-espèces en fonction des régions. Même en France, c'est Apis mellifera. Et puis, on peut avoir la Apis mellifera ligustica en Italie, Apis mellifera iberica en Espagne. Ouais. Et bon, après, on peut même aller plus loin dans le détail, mais... Et du coup, quel est l'état de santé des abeilles en France ? Eh bien, l'état de santé des abeilles, c'est une très vaste question. Les abeilles vont moins bien qu'avant, en tout cas. Et après, c'est difficile de dire, on lit souvent les abeilles disparaissent, etc., etc. Il y en a des abeilles, il y en a, mais parce qu'il y a aussi différentes branches de l'apiculture, dont celle qui consiste à faire des essaims, donc à produire de l'abeille. Donc, on sait pallier aux pertes
qu'on peut D'accord. avoir. Ok. Après, elles vont moins bien parce qu'il y a des gros soucis d'alimentation pour les abeilles. Ouais. Donc, on entend souvent parler des déserts verts. Donc ça, c'est en gros, c'est les grandes cultures où on a une culture qui peut donner de manière très importante sur un laps de temps très court, mais qu'après, il n'y a plus rien. Avant et après, il n'y a rien du tout. Donc ça suffit pas. Mhm. Une abeille, elle a besoin de s'alimenter toute l'année, d'une part avec du nectar et d'autre part avec du pollen. Et donc, notamment, si elle n'a pas de pollen, elle peut pas élever ses larves et ses Mm. bébés. Et si elle peut pas élever ses bébés, eh ben, elle peut pas, la colonie ne peut pas se développer, ne peut pas survivre. C'est aussi simple que ça. Donc elles sont en danger concrètement ou pas encore? Oui, oui, elles sont en danger. Elles sont en danger parce que ça va pas fort. En fait, l'exemple très concret que je donne, c'est que, allez, on va dire, il y a 50 ans, pour pas se tromper, on faisait sans trop de problèmes 50 kilos de miel par ruche par an. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait 20 kilos de miel par ruche par an, c'est bien. D'accord. Alors, il y a différentes manières, on peut en faire plus, mais Ouais. moi qui ne bouge pas mes ruches, 20 kilos de miel par ruche par an, c'est bien. Quand on fait de la transhumance, qu'on bouge les ruches, ça peut quand même monter bien plus. Alors qu'est-ce qui fragilise justement les abeilles? Donc il y a ce côté alimentation, il y a moins de fleurs, c'est aussi simple que ça. On bétonne beaucoup. L'humain a beaucoup bétonné. Après, il y a les pratiques agricoles, Oui. qu'on va vachement vers la spécialisation et donc beaucoup moins de diversité, qu'on a arraché les haies énormément en France, qui sont une manne pas seulement pour les abeilles, mais très importante pour les abeilles. Donc est-ce qu'elle a un prédateur? Est-ce qu'elle a des animaux ou d'autres insectes qui sont dangereux pour elle? Alors ça, c'est effectivement un autre facteur qui est assez important et qui est à majorité humaine, c'est-à-dire dont la cause est l'humain. Il y a un prédateur dont on entend beaucoup parler. D'une année sur l'autre, c'est plus ou moins impactant, c'est le frelon asiatique. Mhm. Donc pourquoi la cause est humaine? Parce que il a été mis en évidence qu'il était arrivé dans une poterie qui venait d'Asie et qui est arrivée en Gironde et qu'aujourd'hui, il a envahi à peu de choses près l'Europe, en tout cas une bonne partie, et toute la France. Donc les années qui sont propices à son développement, et il devient très 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 pénible à partir du mois de juillet-août et puis jusqu'à fin octobre. Lui, il a une stratégie de chasse des abeilles qui fait qu'il se met en vol stationnaire devant les ruches et du coup, il stresse les abeilles qui ne sortent plus ou en tout cas pas suffisamment pour butiner et qui en fait se laissent, c'est très schématisé, mais qui se laissent mourir, en tout cas qui n'arrivent pas à les chercher. Donc c'est pas le fait que le frelon asiatique prélève des abeilles qui va mettre en danger les colonies, mais c'est vraiment le fait qu'il soit là au pluriel, parce que quand on a beaucoup de prédation avec le frelon asiatique, c'est 5 frelons asiatiques devant chaque ruche en permanence, et là, ça devient très compliqué pour les abeilles. Ouais. Alors moi j'avais entendu parler du varroa. Et oui, alors je parle pas des gens qui habitent le département. Hein. Et non, parce que c'est pas grave pour les abeilles. Mais non, le varroa, c'est un acarien, et encore une fois, qui a été amené par l'être humain, toujours pareil, hein, les flux marchands. Et en fait, c'est un acarien qui est... alors pareil, c'est schématisé parce que c'est un peu plus complexe, mais il vit chez Apis ceranae, qui est la cousine très proche de Apis mellifera en Asie. Oui, j'étais passé par l'apéro chez elle, je me souviens une fois. Voilà, ouais. C'est toi qui as ramené l'acarien. Non, moi je me suis bien lavé les mains avant. Bon, super. D'accord, donc ce sont elles. Et donc cet acarien, il a migré par les échanges, par les Apis ceranae qui sont arrivés en France, en Europe, on ne sait pas exactement d'ailleurs, mais voilà, dans les années 80, varroa, il est arrivé en Europe, et puis comme c'est un parasite très spécialisé, donc très efficace, il est passé sur Apis mellifera, et puis aujourd'hui il est dans toutes les ruches, mis à part vraiment quelques territoires qui sont exempts de ça, mais pas beaucoup. D'accord. Et donc lui, il est compliqué à gérer parce qu'en fait, il va non seulement parasiter les adultes, mais aussi et surtout, il va aller parasiter les nymphes pendant leur développement. Et en fait, quand il y a un parasitisme qui est trop développé dans les ruches, une partie non négligeable des naissances, des émergences des abeilles adultes, donne des abeilles qui sont pas viables. Et évidemment, la colonie, elle diminue. Ça finit par impacter jusqu'à sa mort, mais bon, c'est un effet qui est insidieux. D'accord. Alors j'aimerais qu'on parle à présent de l'intelligence chez les abeilles. Elles en sont dotées, j'en suis convaincu. Elles ont un cerveau, donc elles ont une forme d'intelligence. Après, c'est une intelligence
plus instinctive. Alors, quelles sont justement leurs capacités? Elles sont quoi? Sensorielles? C'est quoi? C'est Ah bah oui, oui, c'est oui. l'odorat? C'est le toucher, le goût? J'en sais rien. Et bah tout ça. D'accord. Donc les abeilles, évidemment, elles sentent le goût, elles sont pas dupes, hein. Quand on leur présente, par exemple, du sirop avec 30% de sucre ou du sirop avec 60% de sucre, y a pas photo. Elles vont aller là où il y a plus de sucre. Et après, alors au niveau du toucher, elles sont très sensibles aux vibrations. Elles ont notamment des capteurs sur leurs pattes ça faut le prendre en compte quand on fait de l'apiculture, parce que moi ce que je dis à tous mes apprentis, c'est que il faut vraiment faire le moins de vibrations possible quand on va visiter les ruches, si on veut pas réveiller les abeilles et que pour nous la visite soit plus désagréable, et pour elles aussi en fait que le stress soit plus important. Voilà, elles sont très sensibles aux odeurs. Mmh. Dans la ruche, tout fonctionne dans la colonie, tout fonctionne avec les odeurs, ou plus exactement des phéromones, Ouais. en gros qui sont des hormones odorantes. Et donc tout est régulé très très finement par ça. Chaque individu, suivant son âge, suivant que ce soit la reine, les ouvrières ou les mâles, chaque individu va émettre tel ou tel phéromone. D'accord. Et c'est ça donc qui va induire des comportements chez les autres abeilles. Et c'est très 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 finement régulé ça dans la colonie. Alors justement, tu parlais de la reine des abeilles. Oui. Quelles sont ses caractéristiques? Déjà, première chose, il y a une reine par colonie. Ouais. Pour, encore un chiffre moyen, mais qui donne une bonne idée, pour 40 000 individus dans une colonie en pleine saison, donc mai, juin, juillet, on a une seule reine. Et donc la reine, c'est la reine mère, c'est la maman de toutes les ouvrières qui font tout le travail. Elle, son travail, la reine, c'est de pondre. Donc elle pond à longueur de journée, voire à longueur de nuit, en fonction de la température d'une part, en fonction justement des apports de nectar et de pollen. Hein. D'accord. Plus il y a abondance, plus elle va vouloir pondre en quantité. D'accord. Un petit chiffre, pareil, hein, c'est théorique, mais ça donne une bonne idée. La reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Voilà, Ah ouais. Ouais, ça commence à faire. Et sur par exemple 2000 œufs comme ça, il y en a combien qui deviennent à nouveau abeilles? Le maximum. D'accord. Parce qu'il y a toujours, Il y a un peu de perte, on va dire, ou sans doute, ça, c'est évident il y en a qui vont pas à terme pour plein de raisons qu'on va pas aborder là, parce que sinon on va en avoir pour 3 heures. Mais Très bien. Ouais. Et donc c'est la mère de toutes les ouvrières, et elle ne fait que pondre, et donc après les ouvrières font tout le reste, à savoir par exemple construire les rayons de cire, nourrir, s'occuper des bébés, nourrir la reine, nettoyer la ruche. Donc la reine est une reine, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas grand-chose en quelque sorte à part pondre. 2000 œufs par jour, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est du taf. Hein. C'est du taf. Mais je veux dire, elle ne sort pas, elle ne bouge pas, elle reste. Alors elle reste dans la colonie. Elle règne dans sa ruche. Alors. Ouais, nous c'est très humain, on aime dire ça, c'est vrai, mais elle règne pas sur grand-chose. Hein. Elle pond et puis c'est tout. Alors comment on devient reine? Alors ça, c'est au niveau de l'élevage. En fait, à partir d'un œuf fécondé, on va obtenir une femelle abeille, donc soit une ouvrière, soit une reine. Et donc la reine, la différence, c'est qu'elle est élevée dans une cellule différente, avec plus de volume, plus grande, et orientée différemment. Et aussi et surtout, elle va être nourrie différemment. Donc ça veut dire qu'il y a des abeilles qui naissent ouvrières et d'autres qui naissent reines. Voilà, exactement. D'accord, on est bien né aussi chez les abeilles, c'est ça. La D'accord. noblesse, La noblesse des abeilles. Comment fonctionne une ruche? Parce que le miel que produisent les abeilles est d'abord leur propre alimentation. Il y a 2 nourritures chez les abeilles. Le miel qui vient du nectar, donc c'est de l'eau sucrée qui a été concentrée. C'est vraiment la source de sucre pour le carburant qui fait fonctionner l'organisme. Hein. Et surtout, c'est la réserve de nourriture dont elles ont besoin pendant l'hiver pour justement activer leurs muscles qui vont produire de la chaleur et qui vont leur permettre pendant l'hiver, qui est parfois rigoureux, de rester à une bonne température et de survivre tout simplement. Et donc ce miel-là, nous, on en prend une partie. Oui. On ajoute sur les ruches, faut imaginer, hein, c'est une grosse boîte. Et sur cette grosse boîte, nous, on va poser des étages qui sont des petites boîtes qu'on appelle des hausses. Et parfois, on dit hausse à miel parce que on va récolter le miel exclusivement dans ces hausses. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement la fabrication du miel? Quelles sont rapidement, les différentes étapes? Alors, première étape, les abeilles, pour fabriquer le miel, les abeilles doivent trouver des fleurs avec du nectar. Donc, le nectar, c'est de l'eau sucrée. Il y a aussi plein de petits micro-constituants qui sont caractéristiques des différentes plantes qui vont être butinées. Et donc, cette eau sucrée, elles vont le transporter dans leur bouche. Donc, la première étape, c'est mélanger le nectar avec leur salive. Et quand elles rentrent à la ruche, elles vont recracher dans la bouche d'une autre abeille le miel.
Et ça va comme ça de bouche en bouche. D'accord, très bien. Pour finir dans les alvéoles. Donc là, on a mélangé aux salives de Mhm. plusieurs abeilles, on est content. Et donc dans les alvéoles et dans la ruche, ce nectar va être concentré. En moyenne, on a 30% de sucre environ dans les nectars qui sont récoltés. Et ce 30% de sucre, les abeilles, elles vont faire en sorte de l'augmenter jusqu'à 80% de sucre pour n'avoir que 18% d'eau Mm. et 1 à 2% de microconstituants dont je parlais tout à l'heure. Et donc pour faire ça, elles vont faire évaporer l'eau en fait Ok. du nectar. D'accord, donc finalement, beaucoup, beaucoup d'amour, puis il y a beaucoup, beaucoup de bisous. Oui, On tout se fait beaucoup de c'est bisous vrai. dans la ruche quand même. J'avais jamais fait ce raisonnement, c'est D'accord. vrai. Le miel n'est pas le seul produit que nous offrent les abeilles, et d'autres sont en effet excellents, recommandés, même pour la santé. Est-ce que tu peux nous en faire une courte liste? Alors courte liste, donc le miel on l'a vu, après il y a le pollen. Donc le pollen c'est un probiotique formidable. Mhm. Voilà, et c'est riche, c'est la source de protéines pour les abeilles et relativement riche en lipides et un petit peu de sucre aussi. Mais plein de bonnes choses, beaucoup, beaucoup d'antioxydants. Donc Mhm. ça va être les pigments, ça va être les polyphénols qu'on trouve dans les fleurs. Ensuite, on a la gelée royale qui va être l'aliment quasi exclusif de la reine et qui va D'où son lui nom, ouais. voilà et qui va et qui va lui donner une longévité bien supérieure à ses filles. Donc avec des vertus aussi très bonnes pour la santé de l'homme. Voilà, beaucoup de vitamine B notamment. Ouais. Voilà, c'est un complément alimentaire très riche et oui, ça fait partie de toute façon, il y a que des produits miracles à mon sens dans la ruche. Il y a la propolis aussi. Il y a la propolis. Donc la propolis, c'est une résine que les abeilles vont récolter à droite à gauche sur les bourgeons de certains arbres. Et en fait, c'est l'antiseptique de la ruche. Antifongique, antibactérien, antiviral. Et elles en mettent partout et de plein de manières différentes. Comme du mortier mélangé à la cire, comme un enduit sur toutes les parois de la ruche. Elles vont boucher comme du mastic tous les petits trous, les petits interstices. Mm. Voilà, ce qui permet à l'environnement à l'intérieur de la colonie d'être sain, tout simplement. Qu'est-ce que le faux miel? C'est quoi le faux miel? Ah, le faux miel, c'est pas du miel, du coup. C'est Mais un qu'est-ce que miel, c'est? soit c'est un miel qui a été fabriqué, donc en labo, c'est malheureusement pas si compliqué d'en faire un à peu près qui ressemble à du miel, ou alors c'est du miel qui a été coupé, en gros, donc coupé avec de l'eau, avec du Mm. sirop, et c'est pareil, en fait, tant qu'on a les grandes caractéristiques du miel, ça reste compliqué même en labo, c'est possible, mais ça coûte cher, de dire c'est un vrai miel, c'est un faux miel, ouais. C'est Mm. malheureusement pas trop compliqué. Ma dernière question, quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans l'apiculture? D'abord, les amateurs qui souhaiteraient faire ça juste pour leur propre consommation, et puis ensuite ceux qui projeteraient et éventuellement d'en faire leur métier. Alors, premier conseil, c'est allez-y, foncez. Et non, les vrais conseils, c'est j'applique ce que moi j'ai fait, et ce qui me semble avoir bien marché, c'est beaucoup se documenter, beaucoup lire. Il y a plein de magnifiques bouquins sur les abeilles. Il y a aussi plein de magazines différents, mais qui sont très importants et qui permettent d'entendre différents sons de cloche aussi, parce que chaque api va avoir sa pratique et son point de vue. Mm. Et puis le deuxième vrai conseil, c'est d'accompagner cette lecture, cette documentation avec la rencontre avec au moins un api ou idéalement plusieurs, voilà, pour plus le côté pratique. Mais pour moi, le premier conseil, de se documenter, de lire, de se cultiver là-dessus, c'est le plus important. Alors, je précise qu'à Ma Ruche à la Maison, ton entreprise, vous proposez des services pour réimplanter l'espèce de manière durable, acquérir des essaims, accompagner et former aussi les futurs apiculteurs. Et vous proposez également tous les produits de la ruche, évidemment, le miel, les bonbons, propolis, cire et autres délices. Ça faisait partie de ta démarche initiale d'accompagner aussi les autres? Ouais, depuis le début, ça s'appelle un peu Ma Ruche à la Maison, pour justement accompagner, avoir sa ruche à la maison. Après, la réalité a fait que je travaille plus avec des collectivités, des associations et des entreprises, mais oui, c'est depuis le début au cœur de la démarche, notamment la formation. Maintenant que j'ai quand même une petite expérience, c'est aussi plus légitime. Mais voilà, j'ai toujours installé des ruches à droite et à gauche. Voilà, de manière la plus durable possible, comme tu l'as dit, on fait ce qu'on peut. Mais vous faites bien, vous faites très bien même, je crois, Monsieur Alban. Un petit questionnaire comme ça, avec des réponses au tac au tac. Quel est ton miel préféré? Alors, le miel préféré,
c'est un peu sentimental, mais je l'ai La châtaigne. un peu raconté. Voilà, le miel de châtaignier, qui est un miel costaud, hein, avec une de tonton amertume. ours. Le miel de châtaignée de tonton ours, ça fait des années que j'en ai pas mangé d'ailleurs, faudrait que je le rappelle. Mais oui, c'est celui-là. Après, franchement, ça dépend des jours. Il y a des jours j'ai envie d'un miel doux, crémeux. Il y a des jours je veux du liquide. Bon, j'ai ce luxe-là en tant qu'apiculteur. D'avoir le choix. Exactement. Quel est ton moment préféré dans ton métier d'apiculteur? La visite de printemps. La visite de printemps, c'est une des 2 très grosses visites qu'on fait au printemps, le plus tôt possible. Là, par exemple, cette année, en 2022, j'ai commencé fin mars. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à réouvrir vraiment les ruches après l'hiver et de voir repartir sa colonie, faire un petit tri dans les cadres, voir si tout va bien, pas de maladie, s'il y a à manger. Et c'est aussi agréable parce que c'est un moment où les abeilles sont adorables parce que c'est le début de la saison et qu'elles sont pas hyper nerveuses, ce qui est pas le cas à l'automne par exemple. Donc c'est le moment où papa retrouve ses petits. Ouais, il y a un peu de Il y a ça. un peu Ouais, de ça, d'accord. ouais, c'est vraiment bien. Quelle est la plus grande satisfaction que puissent te donner tes abeilles? Quand elles font du miel, je suis évidemment content parce que c'est en bonne partie ce qui me fait vivre déjà, et puis c'est témoin qu'elles sont en bonne santé. Donc Quels conseils ou recommandations tu donnerais pour ne pas impacter les abeilles et mieux les préserver? Tu nous donnerais à nous qui ne sommes pas apiculteurs, dans notre comportement. dans votre comportement, le plus simple à faire pour aider les abeilles de manière générale, hein, je parle pas que des abeilles dans mes ruches, c'est chacun à son échelle et comme il peut, c'est planter des fleurs, hein, c'est des arbres et des fleurs. Si on peut des arbres, c'est formidable. Alors, et des fleurs, hein, mellifères et pollinifères, c'est mieux parce que si c'est des plantes ornementales qui donnent rien à manger aux insectes, c'est vachement moins intéressant. Et si tu devais être une fleur, tu serais quelle fleur? Ah, ça c'est une sacrée question. Une de mes fleurs préférées, c'est la centaurée des montagnes, et qui est évidemment bonne pour les abeilles, hein, mais qui est surtout magnifique. Merci beaucoup Alban pour ton témoignage, tes conseils, et bravo à toi pour ta démarche et le succès de Ma ruche à la maison. Tu sembles être un apiculteur happy, très heureux. Oui. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup Jérôme, et merci de m'avoir reçu. Et on peut aussi donner peut-être tes coordonnées, où on peut aller acheter et goûter tes produits, et quels produits, à quel endroit? Oui, alors on a une boutique à la ferme, parce que je suis installé dans une ferme collective qui se trouve à Magny-les-Hameaux. D'accord, dans le 78. Dans le 78, donc c'est collé à Chevreuse, c'est à un quart d'heure de Versailles. Et donc on a une petite boutique à la ferme dans laquelle on vend nos productions, à savoir les fruits et légumes, le miel, des herbes aromatiques et médicinales, voilà. Et puis le projet avance un petit peu, on espère, et c'est bien parti, avoir des yaourts et du fromage de brebis, et des œufs. Bah oui, c'est collectif, c'est ça l'avantage. Ouais, c'est bien. On fait plein de choses. Voilà, pouvoir mutualiser les activités. Voilà. Chacun s'entraide. Super. Exactement. Bien. Merci à vous de nous avoir écoutés, et à très vite pour un nouvel épisode de Connecté Nature. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.